s'est passé dans un contexte politique de discours de haine et de discours belliqueux de la part du président Tshisekedi, qui s'est rendu dans la province du Haut-Katanga le 17 novembre et qui s'est adressé aux gradés militaires et aussi aux autorités civiles, et qui a déclaré que si on lui donnait l'opportunité de réviser la Constitution, il pourra changer de régime au Rwanda, donc il pourra renverser le régime au Rwanda, ce qui est inquiétant de la part d'un chef d'État. Et puis aussi, il y a cette déclaration du ministre de la Justice dans cette prison à Goma, cette déclaration incendiaire, avec des discours de haine, avec un appel au meurtre, en s'adressant aux traîtres, visant les Congolais Tutsis, visant dans des termes insultant le président de la République du Rwanda, etc., etc. Donc tout cela n'augure rien de bon, et ces déclarations en particulier est en violation du compte-rendu de notre deuxième réunion du 30 juillet cette année, où on avait demandé aux deux parties d'éviter tout discours de haine et toute parole provocatrice qui pourrait mettre à mal le processus de Luanda. Mais la période entre les deux a été marquée par une situation alarmante sur le terrain, où à l'est de la RDC, on a reçu des informations d'une mobilisation de troupes additionnelles, y compris des troupes burundaises, des armes lourdes qui ont été aussi déployées sur le terrain, aussi avec des troupes du mouvement FLN, le mouvement terroriste de Paul Rusesabagina, qui était stationné dans le territoire de Fizi, qui a été déplacé près de notre frontière au sud Kivu. Et puis tout cela a été suivi par au moins 27 attaques contre les positions des M23 qui ont répliqué. Donc du 12 octobre, donc la 5e réunion ministérielle, au 25 novembre, la 6e réunion ministérielle, il y a eu au moins 27 attaques contre les positions du M23, ce qui est en violation flagrante du cessez-le-feu qu'on avait adopté le 30 juillet et qui est entré en vigueur le 4. Pour parler de Luanda entre la RDC et le Rwanda. Un rappel à Tshisekedi, on ne peut pas faire confiance à Kagame. Les pourparlers de paix de Luanda entre la RDC et le Rwanda sont dans une impasse totale. Découvrez les manigances derrière cette situation explosive et comment les tensions affectent la région des Grands Lacs africains. Une histoire de manipulation, de cynisme et de résilience. Dans la salle feutrée, où se tiennent les pourparlers de paix de Luanda, le silence pesant est interrompu par des échanges tendus. D'un côté, les représentants de la République démocratique du Congo, RDC, exaspérés, dénoncent des décennies d'agression et d'exploitation. De l'autre, les émissaires du Rwanda avancent des arguments qui résonnent comme des excuses, rejetant toute responsabilité. Le décor de cette réunion est celui d'une longue série de conflits dans la région des Grands Lacs africains. Depuis des années, l'Est de la RDC est le théâtre d'atrocités, marqué par l'exploitation illégale des ressources naturelles, alimentées par des groupes armés, souvent liés à des intérêts extérieurs. Parmi eux, les forces de défense du Rwanda, RDF, sont accusées d'avoir joué un rôle clé dans cette instabilité. Lors de ces discussions, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, M. Nduhungirehe, persiste et signe. Le Rwanda ne peut retirer ses troupes de l'Est de la RDC, car le discours de haine propagé par les autorités congolaises constitue une menace directe pour notre sécurité. Ces mots résonnent comme un écho lointain d'une stratégie rodée. Le ministre accuse le président Félix Tshisekedi et d'autres figures politiques de la RDC d'avoir tenu des propos belliqueux lors de discours à Goma et au Katanga.
Cependant, les Congolais ne sont pas dupes. Ces accusations servent de couverture à une présence militaire jugée illégale et motivée par des intérêts économiques, notamment les richesses minières de l'Est congolais. L'histoire de cette présence remonte bien avant ces discours. Les traces d'intervention rwandaise dans la région datent de plusieurs décennies. Depuis les années 1990, les populations locales vivent sous la menace constante des incursions armées. À chaque fois, la justification avancée est la même: sécuriser les frontières. Une prise de conscience collective. Malgré les discours bien rodés de Kigali, le peuple congolais est aujourd'hui conscient des enjeux réels. Nous ne sommes pas des aveugles ni des inconscients. Lance un activiste congolais lors d'une manifestation pacifique à Kinshasa. Nous savons que cette présence militaire n'a rien à voir avec notre sécurité. Elle vise à piller nos ressources. Les Congolais pointent du doigt un projet qu'ils qualifient de méphistophélique: l'exploitation systématique de leurs terres pour financer des régimes qui prospèrent dans le chaos. Les témoignages des habitants de l'Est parlent de mines contrôlées par des groupes armés et de villages entiers, vidés de leur population. Pour eux, tant que les dirigeants actuels du Rwanda resteront au pouvoir, la paix dans la région restera un mirage. Comment peut-on négocier avec ceux qui ont bâti leur pouvoir sur la guerre et la souffrance? Demande un ancien membre de la société civile congolaise. Pour comprendre la complexité de la situation, il faut remonter au 1er octobre 1990, date marquant le début de la guerre civile au Rwanda. Le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame, lance une offensive contre le régime en place. Cette guerre, qui culminera avec le génocide de 1994, marquera profondément la région. Après leur victoire, les dirigeants du FPR s'imposent au pouvoir, mais leur régime est rapidement critiqué pour son autoritarisme. La démocratie au Rwanda reste un idéal lointain, étouffé par des années de répression. Pendant ce temps, le régime de Kagame est accusé de chercher à exporter son modèle autoritaire à travers des interventions dans les pays voisins. La RDC, avec ses vastes ressources et ses conflits internes, devient un terrain fertile pour ses ambitions. L'Est du pays, en particulier, se retrouve au cœur d'une guerre par procuration, où les intérêts politiques, économiques et militaires se mêlent dans un tourbillon destructeur. Face à ce contexte, les pourparlers de Luanda apparaissent comme une tentative désespérée de trouver une solution diplomatique. Pourtant, les experts sont sceptiques. Ces discussions n'ont aucune chance d'aboutir tant que les vraies causes du conflit ne seront pas abordées, affirme un analyste politique. Les représentants congolais dénoncent un manque de volonté du Rwanda. Ils ne veulent pas la paix, déclare un diplomate de la RDC. Ils veulent prolonger ce chaos qui leur profite. De leur côté, les émissaires rwandais accusent la RDC de ne pas faire assez pour contrôler ses propres frontières. La situation est d'autant plus tendue que les tensions ne se limitent pas aux deux pays. D'autres acteurs régionaux, comme l'Ouganda et le Burundi, sont également impliqués dans ces dynamiques complexes. Alors que les pourparlers se terminent sans accord, la population congolaise continue de souffrir. Les habitants de l'Est vivent dans la peur constante, pris en otage par des conflits qui les dépassent. Pourtant, au milieu de cette tragédie, un espoir subsiste. Des voix s'élèvent pour réclamer la justice et la paix. Les jeunes, en particulier, se mobilisent à travers des campagnes de sensibilisation et des actions communautaires. Nous ne pouvons pas attendre que les politiciens règlent nos problèmes, déclare une militante de Goma. Nous devons prendre notre destin en main. Ces initiatives offrent un contrepoint à la rhétorique de haine
et de division. Elle montre qu'une autre voie est possible, une voie fondée sur la solidarité et la résilience. Conclusion. L'histoire des pourparlers de Luanda est celle d'une région déchirée par des décennies de conflits, mais aussi d'un peuple qui refuse de se résigner. Les défis sont immenses, mais la détermination des Congolais à protéger leurs terres et leur avenir reste inébranlable. Dans cette lutte pour la paix, chaque voix compte. Que vous soyez en RDC, au Rwanda ou ailleurs, votre soutien peut faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la justice triomphe sur l'injustice et où la paix devient une réalité durable. Monsieur le ministre, lors de la récente réunion ministérielle en Angola, quels sont les points que vous avez discutés, les résolutions adoptées pour traiter des questions de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC? Ce concept des opérations qu'on appelle CONOPS en langage militaire a été discuté par les experts le 30 et le 31 octobre. Il a été approuvé par les experts et donc les ministres étaient appelés à l'adopter. Nous l'avons discuté aussi, nous l'avons amendé, nous l'avons adopté. Mais avant qu'on adopte le CONOPS, j'ai fait une déclaration sur la mise en œuvre de nos accords et de nos comptes rendus dans le cadre du processus de Luanda. Puisque la réunion précédente, la 5e réunion ministérielle qui s'était tenue le 12 octobre à Luanda, avait aussi adopté des documents, un compte rendu, mais la période entre les deux a été marquée par une situation alarmante sur le terrain, où à l'est de la RDC, on a reçu des informations d'une mobilisation de troupes additionnelles, y compris des troupes burundaises, des armes lourdes qui ont été aussi déployées sur le terrain, aussi avec des troupes du mouvement FLN, le mouvement terroriste de Paul Rusesabagina, qui était stationné dans le territoire de Fizi, qui a été déplacé près de notre frontière au sud du Kivu. Et puis tout cela a été suivi par au moins 27 attaques contre les positions des M23 qui ont répliqué. Donc du 12 octobre, donc la 5e réunion ministérielle, au 25 novembre, la 6e réunion ministérielle, il y a eu au moins 27 attaques contre les positions du M23, ce qui est en violation flagrante du cessez-le-feu qu'on avait adopté le 30 juillet et qui est entré en vigueur le 4 août. Tout cela s'est passé dans un contexte politique de discours de haine et de discours belliqueux de la part du président Tshisekedi, qui s'est rendu dans la province du Haut-Katanga le 17 novembre et qui s'est adressé aux gradés militaires et aussi aux autorités civiles et qui a déclaré que si on lui donnait l'opportunité de réviser la Constitution, il pourra changer de régime au Rwanda. Donc il pourra renverser le régime au Rwanda, ce qui est inquiétant de la part d'un chef d'État. Et puis aussi, il y a cette déclaration du ministre de la Justice dans cette prison à Goma, cette déclaration incendiaire avec des discours de haine, avec un appel au meurtre, en s'adressant aux traîtres, visant les Congolais Tutsis, visant dans des termes insultants le président de la République du Rwanda, etc., etc. Donc tout cela n'augure rien de bon et ces déclarations en particulier est en violation du compte-rendu de notre 2e réunion du 30 juillet cette année où on avait demandé aux deux parties d'éviter tout discours de haine et toute parole provocatrice qui pourrait mettre à mal le processus de Luanda. Donc j'ai fait cette déclaration pour montrer que on ne peut pas se déplacer à chaque fois à Luanda, se parler, discuter, signer des documents et ne pas s'engager à les mettre en œuvre. Donc j'ai montré qu'en une période entre deux réunions, qu'il y avait déjà beaucoup d'activités
contraires à l'esprit et à la lettre du processus de Luanda qui ont été accomplis sur le terrain. Et c'est très inquiétant et cela démontre le manque de volonté politique et de bonne foi du gouvernement de la RDC. Si ces résolutions prises précédemment n'ont pas été mises en œuvre, que faut-il faire pour accélérer la mise en œuvre de ce que vous discutez en Angola aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas ce qu'il faut faire à accélérer. On a signé un document de CONOPS, c'est un document opérationnel avec un chronogramme, avec des activités à faire pour la neutralisation des FDLR et la levée de nos mesures de défense. On a un mécanisme ad hoc de vérification qui va nous aider dans cette tâche. On a aussi des réunions des experts, on a des réunions des ministres. Donc, toute cette structure doit normalement nous aider à mettre nos accords en application pour qu'on en finisse avec ce conflit une fois pour toutes. Mais, comme je vous l'ai dit, ce qu'on voit sur le terrain est inquiétant. Donc il faut un engagement de la RDC, mais aussi un engagement de la communauté internationale. Une pression, je dirais même pression de la communauté internationale pour faire en sorte que on ne dise pas, on ne signe pas d'une main à Luanda, et puis que d'une autre main on fasse autre chose sur le terrain à l'est de la RDC. Donc il faut que tout le monde s'engage, le médiateur, la RDC et aussi la communauté internationale. On assiste, vous l'avez aussi mentionné ces derniers temps, même avant, à une montée préoccupante de discours de haine en RDC, comme des déclarations incendiaires, comme vous l'avez dit récemment à la prison de Goma. Qu'en dites-vous en tant que gouvernement du Rwanda avec de telles attitudes de la part des autorités de la RDC? Peut-on vraiment être optimiste qu'une issue définitive à ce conflit congolais sera trouvée dans un bref délai? C'est vrai, la situation est très préoccupante, surtout les discours de haine qui suivent une marginalisation, une persécution de cette communauté des Tutsis congolais depuis des décennies, depuis plusieurs décennies. On parle des M23, mais le M23 actuel n'existait pas il y a 20 ans. Il y avait le M23, le premier M23 de 2012-2013 qui, nous dit-on, a été vaincu militairement, mais la solution politique n'a pas été mise en place pour répondre à leurs préoccupations, qui sont des préoccupations de la communauté des Congolais Tutsis. Et c'est pour cela d'ailleurs que lors de la réunion suivante, on a eu une réunion aussi le 26 novembre, une réunion virtuelle, pour continuer la discussion sur le projet d'accord qui nous avait été présenté par le président Lourenço en août. Et donc cette question des M23, c'est la seule question sécuritaire qui reste donc à régler, puisqu'il y a 3 questions sécuritaires qui sont entre la RDC et le Rwanda. Il y a la question des FDLR, il y a la question des mesures de défense et il y a la question des M23. Les 2 premières questions ont eu une réponse au moins sur papier dans le cadre du CONOPS. Mais la 3e question des M23 est en suspens et doit être réglée. C'est pour ça que dans cette réunion, on a dit qu'il faut qu'il y ait une résolution définitive de ce conflit qui doit passer par un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et le M23 pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Et les causes profondes incluent aussi cette question des discours de haine et de la persécution de cette communauté congolaise qui certains de ses membres ont même fui au Rwanda. Nous avons une communauté de plus de 100 000 réfugiés venant de la RDC, de cette communauté de Congolais Tutsis. Et donc, on veut que cela soit réglé, on veut qu'il y ait une solution à cette crise. Ma dernière question, c'est sur le 24e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC. Il s'ouvre bientôt à Arusha. Quelle priorité clé le Rwanda défendra-t-il lors de ce sommet, en particulier dans le contexte des défis régionaux activés?
Les priorités du Rwanda dans la communauté de l'Afrique de l'Est ont toujours été les mêmes. C'est plus d'intégration, conformément à nos piliers, les piliers qui fondent notre organisation. Il y a donc l'union douanière qui a déjà été achevée, il y a le marché commun, et puis il y a d'autres piliers qui vont venir, qui sont donc la monnaie commune et la confédération politique. Mais les deux derniers piliers, on n'en est pas encore là. On est au marché commun, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, des services, des biens et du capital. Et beaucoup a été fait jusqu'à présent. Il y a toujours des obstacles non tarifaires, ce qu'on appelle non-tariff barriers, NTB, entre les États. On doit continuer à les discuter pour les lever. Mais il y a aussi la question sécuritaire qui doit être discutée, puisque je rappelle que lorsqu'on parle du processus de Luanda, il y a aussi un autre processus qui est le processus de Nairobi, un processus intercongolais qui a été initié par la communauté de l'Afrique de l'Est, l'East African Community. Et ce processus de Nairobi doit être réactivé afin de s'attaquer aux causes profondes de la crise, puisque la crise à l'est de la RDC, ce n'est pas une crise du M23. Il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la RDC. Donc il faut que la communauté de l'Afrique de l'Est réactive ce processus de Nairobi pour trouver vraiment une solution globale à toute la crise de la RDC en s'attaquant aux causes profondes. Donc c'est aussi un autre point important à discuter lors de ce sommet. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir donné cette opportunité. C'est moi qui vous remercie.